Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette nouvelle review. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas, après cette pause de septembre. Mais Jojo Lion est de retour. Pas encore sous la forme que tout le monde attend, ça, il faudra encore patienter un peu, mais un nouveau tome est sorti en France. Pour les nouveaux arrivants, et je sais que vous êtes plutôt nombreux, d'ailleurs merci pour les 5000 abonnés, c'est vraiment énorme, j'ai l'habitude de faire, en plus des reviews mensuelles de nouveaux chapitres, les reviews des tomes de la parution française. Ça me permet de prendre un peu de recul sur les événements et de parler différemment de cette partie que j'affectionne tant. C'est toujours un immense plaisir que de relire tout ça en format papier, donc même si vous suivez les scans, n'hésitez pas à vous procurer les tomes afin de soutenir l'éditeur français. En tout cas, sachez que comme d'habitude, j'essaye de parler du tome sans évoquer ni spoiler la suite du manga. C'est toujours un exercice très difficile de faire comme si la suite n'existe pas. Enfin voilà, je vais aujourd'hui parler du tome 18 de Jojo Lion, qui annonce donc le combat contre Pourtom, et qui s'est révélé être assez riche en surprises. Je vais donc tout d'abord résumer les événements du tome, et ensuite viendra la partie review, comme d'hab. D'ailleurs, vous avez été nombreux à apprécier la nouvelle manière de résumer les chapitres lors de la review du tome 17, plus rapide et dynamique, pour justifier l'existence de cette partie de la vidéo. J'ai donc pour cette vidéo, encore une fois, essayé de rendre le tout le plus dynamique possible, même si ça sera un peu plus long que la précédente review, étant donné que ce tome comprend un peu plus d'histoire que dans le précédent. Mais voilà, les timecodes sont toujours marqués si vous voulez tout de même aller directement à la review. Allez sur ce, il est temps de revenir enquêter à Morio. Le combat contre Urban Guerrilla et DFL est terminé. Alors que Mamezuku dit à Yasuo qu'il a changé d'avis sur elle, étant donné qu'elle a su guider Josuke sur la bonne voie, cette dernière va se rappeler de quelque chose. En effet, les hommes rochers ont ravivé des souvenirs douloureux en elle. On retrouve donc Yasuo une dizaine d'années auparavant, en train d'acheter une broche auprès d'un étrange homme dans un marché. Il s'agit, en théorie, d'une broche façonnée à l'époque de la dynastie Qing, en Chine. Rien de particulier pour l'instant, mais le lendemain, des événements étranges vont se passer. Après s'être fait harceler pour avoir oublié le cadeau de la fille populaire de sa classe, à cause de l'euphorie de son achat, elle va ensuite remarquer que sa peau se fissure sur de nombreux endroits de son corps. Après quelques jours de traitement, les effets vont s'atténuer. Mais un beau jour, avant de partir chez son père divorcé, Yasuo ne retrouve plus sa broche. Elle va alors se disputer avec sa mère, qu'elle accuse, car selon elle, elle n'a pas envie que sa fille voie son père. Car oui, il s'avère que ses deux parents sont divorcés. En descendant des escaliers, Yasuo s'effondre subitement, et on voit la broche sortir de ses cheveux, pour par la suite se transformer en une étrange bestiole qui creusera un trou dans la tête de Yasuo. À son réveil, Yasuo voit son père, qui lui annonce qu'il ne pourra plus la voir le week-end car il a fondé une autre famille. Yasuo va alors se ruer dans la baignoire et se scarifier avec un rasoir. Quant au père, il se désintègre étrangement. Yasuo se réveillera alors dans un hôpital, avec Olikira et son fils Yoshikage à sa charge. Oli lui dira une phrase étrange. Derrière l'évidence, aucun élément ne doit être négligé. J'espère qu'un jour, vous verrez ces choses importantes. Puis Yoshikage arrive, et révèle à Yasuo que cette broche est une contrefaçon, et s'excuse si sa mère a dit quelque chose de bizarre. L'on revient alors dans le présent, et Yasuo dit que, depuis ce jour, elle a toujours voulu voir ces choses importantes dont parlait Oli. C'est pour ça qu'elle a été attirée et assortie Josuke de ce trou au début du manga. Elle avait déjà vu Kira. Elle possède la même détermination que Josuke, et elle a donc décidé de suivre Josuke et Mamezuku dans la maison des Higashikata. Pendant ce temps, notre cher Jobin est en train d'enterrer Ozone Baby dans le jardin de la résidence. « 12 jours, 4 heures et 33 minutes. Le décompte avant la récolte du Rokakaka a commencé. C'est une nouvelle journée qui commence chez la famille Higashikata. Après un débat entre Joshu et Norisuke sur la quantité de saucisses dans un paquet, l'on voit un flashback de Jobin et son père lors d'un match de foot qui ont un différend quant à la manière de gérer la maison de fruits. Si Norisuke veut garder en tradition et en qualité, Jobin, lui, veut exporter en masse des fruits pas chers pour s'expandre économiquement. Suite à ça, l'homme chargé de la construction de la nouvelle résidence Higashikata arrive et commence à discuter avec lui. Vous l'avez compris, ce fut la première rencontre entre Jobin et le gang de Damo. On retrouve nos deux héros dans un bunker de la résidence, et on apprend que Yasuo a décidé de lutter autrement, en rentrant chez elle, pour étudier la broche qu'elle a gardée, et ainsi en savoir plus sur ces fameux hommes rochers. Mamezuku va envoyer des vers sur la branche de Rokakaka grâce à Doggy Style, afin d'en accélérer la croissance. Jobin, lui, se pose des questions. Le but de Pourtom est de récupérer la branche. Mais comment compte-t-il faire, étant donné que son stand couvre une très large partie, et qu'il a besoin de Mamezuku pour savoir comment le récolter? Il serait donc plus logique de le tuer après l'avoir obtenu.
Mais alors qu'il se torture l'esprit, Tsurugi apparaît et révèle à Jobin qu'il l'a vu enterrer quelque chose dans le jardin. Jobin, probablement par besoin de se justifier à tout prix et se rassurer lui-même que ce qu'il fait est juste, va assurer à Tsurugi que peu importe ce qu'il fait, il le fait pour le bien de sa famille. Mais tout à coup, les bidons de lessive se compressent. Tsurugi et Jobin saignent du nez et le chien Pierre-Souquet prend très cher. Quelque chose ne tourne pas rond et c'est lié au stand de Pourtom. Les effets d'Ozone Baby sont de plus en plus forts. Jobin est désormais convaincu que Pourtom souhaite tuer tout le monde et venir chercher tranquillement la branche après tout ça. Il doit donc certainement avoir un moyen de la récolter sans aide. Mais si les objectifs de Pourtom sont clairs, le fonctionnement exact de son stand l'est moins. Il semblerait que ça marche avec des zones et des portes, à voir. Mais Jobin a une idée. Pour la vérifier, il va utiliser Speed King pour déplacer la voiture afin que lui et son fils soient propulsés dans le garage. Et c'est ainsi que son idée se vérifia. Ce stand repose sur la pression de l'air. Quand on ferme la porte, l'air se comprime, et quand on l'ouvre, la décompression arrive de manière extrêmement brutale. Il va donc falloir trouver un moyen de tuer Pourtom avec de nombreuses contraintes. Et oui, car à la fois, il faut rester dans une pièce car en sortant, la décompression nous fait des dégâts, mais à la fois, si on reste trop longtemps dans une pièce et que pour je ne sais quelle raison la porte s'ouvrirait, la décompression serait si violente qu'elle tuerait instantanément. Après avoir constaté que l'on ne pouvait pas faire de dégâts au stand, Jobin va chauffer de l'hypochlorite de sodium avec son Speed King pour sauver Tsurugi en lui faisant respirer cette forte concentration d'oxygène. Tsurugi reprend ses esprits et demande à Jobin s'il est de mèche avec les ennemis. Ce à quoi ce dernier répondra. Papino Risqué et moi avons des avis divergents. Mais tout ce que je fais, c'est pour l'avenir de notre famille. Les gros poissons mangent les petits. La maison Higashikata doit donc s'expandre. Et il doit sauver la malédiction de cette dernière, et donc son fils, avec le Lokakaka. Et pour cela, il doit tuer Pourtom. Avant de se lancer dans le chapitre, la page de droite nous confirme le fonctionnement du stand, tout en ajoutant que ce dernier possède un rayon d'action de 100 mètres autour de l'objet enterré. L'on retrouve donc Jobin et son fils, et là, tragédie. Ato et Daya ouvrent la porte, ce qui a pour effet de les mettre instantanément KO. Ce stand est véritablement redoutable. Jobin assurera encore une fois à son fils qu'il l'aime. Ils doivent avoir une détermination sans faille pour tuer Pourtom, avant que la pression atteigne les 21 bars. Seuil auquel, au-delà, une ouverture de porte serait létale. Et hop, transition vibro. Après avoir reçu une image de Jobin montrant le verger en feu, Pourtom va arrêter ses obscènes occupations et venir sur les lieux. Le piège a marché. Jobin va décider d'enflammer la branche grâce à une habile combinaison de Paper Moon King et Speed King. C'est très risqué, mais en faisant cela, il cherche à voir la réaction de Josuke. C'est une sorte d'alliance pour le profit. Mamezuku et Josuke, qui subissent eux aussi l'attaque d'Ozone Baby, remarquent le verger en train de brûler. C'est ainsi que Josuke, empris d'une détermination certaine, a une idée pour récupérer cette branche. Il va s'isoler dans une énorme bulle, grâce à Soft and Wet, et aller la chercher au beau milieu des flammes. Mamezuku, trouvant le pari trop risqué, décide d'y aller à la place de Josuke. C'est lui le pro après tout. Jobin va le remarquer. Son second piège a réussi. Mais alors que Mamezuku allait prendre la branche, Pourtom apparaît. Notre botaniste ligote alors de ses deux mains la branche d'un côté et Pourtom de l'autre. La branche de Lokakaka est maintenant identifiée et le crash pour l'avoir est imminent. Bon, alors on va commencer la review et déjà avant toute chose, j'ai la fâcheuse impression de me répéter, mais les covers de Chap et de Tom sont encore une fois incroyables. Bon alors déjà pour ce qui est de la cover du tome, franchement c'est un gros kiff. Alors c'est des couleurs qui sont très crades, très délavées mais qui passent étrangement bien je trouve. Le Josuke est vraiment sublime, le jeu de couleurs est vraiment énorme, enfin bref. C'est une couverture que j'adore, celle du tome 17 était déjà incroyable avec un petit style SBR. Celle-là reprend un style plus Jojo Lion mais franchement les covers où Josuke apparaît seul avec des petites couleurs intéressantes qui vont bien ensemble, c'est toujours un énorme kiff. Pour ce qui est des covers de Chap également c'est très très stylé, on a la cover où Yasuo est toute seule avec son Paisley Park qui est vraiment stylé. La cover où on a nos trois persos qui apparaissent dans le même outfit que sur le tome 17 qui est vraiment stylé. Le Josuke, alors le Josuke qui fait une petite pause à la tome 16, hein, il me semble que c'est une pause qui ressemble à celle du tome 16, qui est extrêmement stylé. Et puis la dernière avec tout le crew, Jobin et tout. J'aime beaucoup ces covers de chapitres de toute façon. Est-ce qu'on a déjà eu des covers de chapitres pour Jojo qui étaient moches hein?
Franchement, l'art style de Jojo Lion, je vais en parler juste après, mais bordel, c'est toujours un plaisir de tous les instants. Justement, en termes de style dans ce tome, eh ben, on n'a pas de grosse fulgurance par rapport au tome d'avant, au tome 17, c'est toujours très carré, des styles, des traits, très affirmés, très agressifs, mais on a quand même des petites courbes, etc. Enfin bref, il y a un savant mélange entre des belles courbes et des beaux traits bien affirmés. Franchement, j'adore, et puis voilà, comme d'habitude, ça reste foutrement agréable avec une superbe perspective. On a vraiment l'impression que la caméra est extrêmement dynamique. Voilà, j'adore leur style de Jojo, c'est comme ça, c'est un style qui est extrêmement dynamique, que ce soit avec les angles de vue, la perspective, etc., les visages, etc. Enfin bref, j'adore le style de Jojo Lion et ce tome ne fait que le confirmer. Et puis petit spoiler, jusqu'au dernier chapitre, ça restera comme ça restera très beau avec plein de bonnes idées de mise en scène, etc. Donc voilà, vive le style de Jojo Lion. Alors pour entrer dans ce qui est plus consacré à l'histoire de ce tome, déjà, alors on s'attendait pas à ça, mais on a eu une petite surprise, c'est un flashback de Yasuo. Et bordel, c'était vraiment génial. Alors déjà, je tiens à dire que la Yasuo avec 10 ans de moins est plutôt belle, voilà. Alors, objectivement, elle a presque la même gueule avec un petit aspect un peu plus kawaii, comme je dirais, si j'étais une e-girl, tu vois. J'aime bien la gueule qu'a Yasuo. Et puis en termes du flashback en elle-même, en lui-même, c'est plutôt tragique quand même. Elle a des parents divorcés et tout, elle se fait harceler à l'école. À la fin, elle va carrément se scarifier parce qu'elle a vu son daron qui lui disait qu'il pourrait plus l'avoir. Enfin bref, elle a pas vécu une vie spécialement très facile, cette chère Yasuo. Et le fait qu'elle s'accroche extrêmement à cette broche, etc., mais qu'au final, eh ben, c'était une fausse, ben, ça l'a totalement détruit. Et c'est un flashback qui est vraiment putain de tragique. Et voilà, ça a permis d'aborder des thèmes qui n'ont pas encore été dans Jojo. Enfin, quoi que si, j'allais dire le harcèlement, mais on l'a vu avec Jobin dans son flashback aussi. Mais là, on a quoi? On a de la scarification, on a du divorce de parents et les conséquences mentales que ça peut infliger. Franchement, c'est extrêmement bien vu. Et il fallait bien un flashback de ce type-là, vu qu'ils sont tous absolument horribles dans Jojo. Mais sinon, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes dans ce flashback, outre cette chère Yasuo, c'est le fait qu'elle a bel et bien vu Kira. Donc on a une explication du début, également avec la mise en garde de Holly qui dit, je sais plus ce qu'elle dit exactement, mais c'est un truc du genre, méfie-toi des choses qu'on ne voit pas ou je sais pas quoi. Attends, je vais essayer de retrouver. Oui voilà, aucun élément ne doit être négligé, j'espère qu'un jour vous verrez ces choses importantes. Donc on a une explication du pourquoi du comment elle a décidé d'aller sauver Josuke, sortir Josuke au milieu de son trou au début, parce que justement cette histoire de broche, hein, qui lui a quand même donné des hallucinations de son père, parce que oui, son père c'est une hallucination que donne la broche. Je pense que ça se fait en triturant le cerveau comme l'insecte rocher finalement, hein, parce que c'est un insecte rocher à fait. Je pense que ça peut permettre de donner des hallucinations, d'où le père apparaît. Du coup oui, vu que Holly, cet étrange médecin, parce que je crois que ça se conjugue pas, cet étrange médecin qui l'a averti, parce qu'elle devait savoir visiblement que la broche avait un truc en rapport avec les hommes rochers, parce qu'on sait que la famille Kira baigne dans des trucs assez bizarres en rapport avec eux. Donc voilà, là vraiment il y a un truc qui nous montre que tout converge vers quelque chose, tout ça fait partie d'un plus grand projet, entre Holly qui la prévient qu'il faut se méfier des choses, qu'un jour elle verra des choses importantes, etc. Yasuo qui est attiré par Josuke, enfin ça permet de clarifier quelques trucs, hein, donc comme le fait qu'elle a déjà vu Kira, qu'elle est extrêmement déterminée maintenant comme Josuke, parce que voir le fait que des hommes rochers existent, ça lui a permis de raviver ses souvenirs en elle. Et puis du coup maintenant elle est convaincue qu'il y a un truc bizarre qui se trame derrière ces hommes rochers. Et puis bref voilà, c'est un flashback qui était extrêmement intéressant, qu'il fallait placer ici parce que ça permet de développer le personnage de Yasuo comme il faut. Et franchement quel développement excellent. Rien même qu'on peut penser du fait que c'est Josuke finalement qui l'a un peu sorti de la merde, qui lui a fait reprendre un peu goût à la vie finalement, et tout sauf Joshu. Alors bref voilà, c'était vraiment un excellent flashback, j'ai kiffé. Je sais pas si j'étais très clair dans mon explication, j'ai peut-être divagué un peu à droite à gauche. Mais voilà, c'était excellent, on a eu un petit foreshadowing inverse, j'ai envie de te dire. Une explication du début qui arrive un peu plus loin. Bref, c'était énorme, c'était juste énorme. Alors du coup, pour parler maintenant d'un truc un petit peu plus léger entre temps, juste les histoires des saucisses là, avec Noriske et Joshu qui débattent sur le nombre de saucisses qu'il y a. Je suis certain que ce genre de truc là, c'est juste Araki qui veut faire passer ses idées, ses coups de gueule à l'intérieur même de cet homme, parce qu'à chaque préface il gueule pour des trucs de merde, un peu genre là dans la préface il parle de son dentiste et du fait qu'il lui a pas dit ce qu'il allait faire exactement dans sa bouche. Je suis certain que ce genre de saucisse c'était un coup de gueule qu'il avait envie de passer, et il s'est servi de ce manga pour ça. Enfin bref, ça me fume, voilà, Araki est un goat, mais voilà, ça m'a vraiment fait rire pour le coup.
Et du coup, pour en venir au combat de ce chapitre, le combat qu'on attendait tous, le combat contre Pourtom, eh ben c'était putain d'excellent. Alors je dis c'était, mais le combat n'est pas encore terminé, j'y reviendrai. Voilà, c'était énorme. On a eu des super utilisations de stand. Alors la bulle de Josuke, voilà. Tous les tomes, on découvre une nouvelle capacité de soft and wet. Là maintenant, avant, il pouvait marcher sur ses bulles pour s'élever en l'air. Là, il peut carrément faire une énorme bulle et puis se mettre dedans comme un hamster. Et voilà, c'était extrêmement ingénieux. Pareil pour Momozuku qui lance ses verres, etc. Enfin, tout est super bien utilisé. Mais le truc que j'ai surtout extrêmement kiffé dans ce chapitre-là, en termes de super utilisation de stand, c'était la combinaison de Paper Moon King et Speed King pour allumer le verger. En mode, il fait une petite grue qui peut voler, Speed King il allume, et hop, ça fait un feu. Enfin bref, je reviendrai à ça, à cette alliance, cette complicité entre Jobin et son fils. Mais voilà, en termes d'utilisation de stand, c'était excellent, et Jojo Lion est vraiment une partie très forte pour faire utiliser les stands d'une manière originale. Donc voilà, donc le combat c'était un combat qui était plus stratégique et plus posé que le précédent, mais qui avait une intensité tout aussi folle franchement, et ça c'était grâce à pas mal de choses. Déjà, on a un super parallèle avec la flèche Requiem de Golden Wind, en mode le Ronkakaka sera obtenu par celui qui le mérite. Enfin bref, vous verrez que même plus tard on aura un petit parallèle avec la pose de ma PP, voilà, la pose de Giorno qui récupère sa flèche. Enfin bref, je n'en dirai pas plus, vous allez voir que ce combat c'est un putain d'hommage au combat pour choper la flèche Requiem à la fin de Golden Wind. Et ça forcément je kiffe parce que Golden Wind c'est incroyable. Sinon, pour ce qui est du stand en lui-même, pour ce qui est Ozone Baby, c'est super intéressant parce que ça impose des contraintes pour se battre. Cette idée de pression qui s'augmente dans un lieu et puis qui se dépressurise tout d'un coup dès qu'on ouvre une porte, je trouve ça juste brillant. C'est une idée de stand que je surkiffe. Alors, autant j'aimais bien le combat contre Urban Guerrilla, autant je trouvais que le stand n'était pas spécialement très original, juste que le combat rendait ça bien avec un tout dynamique, etc. Là, pour le coup, le stand en lui-même est putain de stylé. J'adore la manière dont il se déclenche. Le truc, hop, il s'enterre sous la terre. Il couvre un rayon extrêmement large autour de lui et il fait dépressuriser l'air à l'intérieur des pièces. Enfin, bref, j'adore ce stand franchement. Et puis voilà, pour ce combat globalement, je l'avais pas tellement kiffé en scan parce qu'encore une fois, quand tu lis les scans, tu rushes un peu le truc. Mais là, en l'ayant relu posément en manga avec la belle trappe de Delcourt, franchement, quel combat exceptionnel. Et vous allez voir que la suite de ce combat sera vraiment énorme. Mais voilà, qui dit bon stand, il faut quand même qu'il y ait un bon manieur à côté pour équilibrer le truc et que ce soit encore meilleur. Et pour le coup, Pourtom me fume toujours autant. Alors là, pour le coup, la scène avec le cul, la scène du cul, Araki, il en a vraiment rien à foutre dans cette partie. Il se lâche, il est totalement horny, comme disent les jeunes dans le Jojo Lion. Ça me fume, vraiment, voilà, transition vibro. Il en a absolument rien à foutre. Et j'aime cet esprit d'Araki. Voilà, c'est juste trop bien. Mais voilà, si ce combat m'a fait autant kiffer, c'était bien grâce à son acteur, son personnage principal, qui n'est pas Josuke, mais bien Jobin. Alors putain, le fait d'avoir un combat avec Jobin en personnage principal, en héros de ce combat, c'est un pur kiff. Et franchement, ça a été fait de la meilleure manière possible. Alors déjà, ce que j'ai kiffé, c'est le flashback avec sa rencontre avec Yotsuyu Agiyama, etc. Ainsi que la divergence qu'il a eue avec son père. J'aime bien le conflit père-fils qu'il y a. En mode no risque, il veut rester dans la tradition familiale, etc. Alors que Jobin, il veut s'expandre pour faire encore plus de tunas, voilà. J'aime beaucoup ce conflit, voilà, c'est très intéressant. Alors vous prenez parti pour qui vous voulez. Mais voilà, je trouve que c'est bien amené, pareil pour la rencontre avec Yotsuyu et Agiyama. C'est cool parce qu'on voit comment ils se sont rencontrés, etc. Alors on n'a pas la suite. Mais voilà, c'était vraiment cool cette scène dans le stade de foot en flashback qui s'incruste parfaitement bien. J'ai kiffé. Et surtout, Jobin lors de ce combat, il a brillé. J'adore le doute qu'il a à l'intérieur de lui, les doutes qu'il a. Qui persiste, il va même essayer de se justifier constamment auprès de son fils en disant que ouais, je fais ça pour la famille, ce que je fais c'est peut-être horrible, etc., mais je le fais pour vous. Et là, ce que je kiffe, c'est que il rassure son fils, Tsurugi marre. J'adore la relation qu'il y a entre les deux. Tsurugi est un peu aveuglé par Jobin et il croit son père dur comme fer, vraiment. Et voilà, quand il dit ça pardon, quand Jobin dit ça à Tsurugi en mode il justifie, il répète qu'il le fait pour la famille. Je suis sûr que ce n'est pas simplement une volonté de convaincre Tsurugi, mais qu'il est en train de se convaincre lui-même en fait. Et il essaie de se convaincre lui-même que ce qu'il fait, même s'il y a des dommages collatéraux, etc., c'est pour sa famille. Et voilà, il y a des gros doutes qui persistent au fond de lui.
et vous verrez bien sûr dans la suite du manga que il va y avoir un aboutissement à tout ça qui finira par arriver. Je vous tease un peu, mais c'est parce que ce qui va se passer c'est juste insane. Donc voilà, Jobin c'était excellent, j'adore ce personnage putain, franchement je pense que c'est mon personnage préféré de Jojo Lion en vrai de vrai. Sa détermination, ses doutes etc, j'adore Jobin, vraiment c'est lui qui a brillé pendant tout ce tome, et puis voilà, quel kiff sérieux. Et pour terminer, eh ben, Josuke, Yasuo et Mamezuku sont toujours aussi classe, j'adore Josuke, j'adore sa détermination encore une fois. Ah bref, Jojo Lion est une partie qui a le mérite d'avoir des personnages aussi bien secondaires que principaux qui sont tous excellent, là où dans les autres parties il y avait des persos secondaires un peu moins développés, même des principaux qui étaient pas si ouf que ça. Là tous les persos sont excellents, sont parfaitement développés, enfin bref, en termes de persos, Jojo Lion pour moi c'est un sans faute, sauf si on oublie le fait qu'il y a certains persos qui sont très peu présents et on sait pas ce qu'ils foutent, hein. Salut Kato, salut Nijimura. Mais voilà, c'était vraiment un gros kiff. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette review du tome 18 de Jojo Lion. C'était un tome qui était extrêmement bien rempli de choses intéressantes comme le flashback de Yasuo, celui de Jobin, le perso même de Jobin et le combat qui était vraiment génial, encore plus que le précédent. Enfin bref, c'était un super tome que j'ai adoré relire comme ça en format physique. Et j'espère que vous aussi, si c'est le cas, si vous avez aimé le tome ou leur review, n'hésite pas à lâcher un gros like, à t'abonner si c'est pas fait pour avoir accès à toutes les vidéos dès leur sortie. Et puis voilà, encore une fois, merci aux nombreux donateurs de la chaîne qui s'affichent dès à présent. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, c'est absolument génial. Voilà, un grand merci à vous. Si vous souhaitez vous aussi me soutenir, il y a le bouton rejoindre qui est là juste en bas, qui vous permet d'avoir des contreparties mensuelles. Et également, vous pouvez faire un petit don sur mon Utip. Je touche un peu plus que si vous le faites par YouTube. Donc voilà, c'est énorme. Voilà, je viens d'atteindre les 5000 abonnés à l'heure où je vous parle. On va probablement atteindre les 10 000. Je sens que ça va devenir une réalité. Et ça m'emplit de joie. Voilà, c'est juste génial. Merci à vous. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette review. On se retrouve donc la semaine prochaine, parce que je pense que ça va arriver bientôt à l'heure où je parle, pour la review du tome, du chapitre 101 de Jojo Lion, dans lequel il va se passer des trucs incroyables je pense, et aussi on verra, à ce moment là je vous présenterai la cover du tome 24, qui devrait sortir entre ces deux vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon appétit, salut tout le monde, Jojo c'est la vie, toujours.